Notre métier, c'est de prendre des risques, d'avoir des banquiers qui ont justement une compréhension de ce que font leurs clients. Et à la fin, moi, la question que je me pose toujours, c'est est-ce que j'ai une conviction suffisante pour que, si c'était mon argent, je le mets dans ce projet ou pas. Et si je me dis non, en fait, c'est mon argent, je le mets pas, alors je mets pas non plus celui de la banque. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Nous y voilà pour un épisode tant attendu. Je suis ravi de te recevoir ici, Marguerite. Marguerite Bérard, donc. Tu es la directrice de la banque commerciale de BNP Paribas. Alors j'ai appris récemment qu'il fallait absolument dire BNP Paribas et pas BNP. C'est vrai que ça a agacé beaucoup de monde chez BNP Paribas qu'on dise pas BNP Paribas. C'est vrai? D'abord, bonjour Mathieu, je suis très très heureuse d'être là. Moi, je découvre ton studio qui est absolument canon. Je sais pas si tu as jamais montré des photos de ton studio à tes auditeurs, mais il est fantastique. Et oui, on préfère BNP Paribas parce que c'est l'histoire d'un mariage il y a un peu plus de 20 ans et les deux mariés tenaient beaucoup à leur nom. Et donc en fait, on a 2 fois Paris dans notre nom parce qu'on est Banque Nationale de Paris, Paribas. Donc Paris cher à mon cœur. Oui, bah oui, mais ça doit pas plaire à tout le monde du coup, peut-être en dehors de Paris. Mais tu vois, on est présent partout dans le monde, donc on nous en veut pas trop, je crois. Je t'avoue que certains de nos clients appellent Cosa Vostra Cosa, donc mon agence ici où nous sommes présents. Et c'est un petit nom, donc c'est à la fois sympa, mais à chaque fois ça m'agace. Donc ça te bloque aussi. Je me dis non, tu vois, j'essaie de construire une marque et je me dis Cosa c'est trop petit, enfin ça peut pas me fonctionner, donc c'est Cosa Vostra, donc j'essaie de les reprendre, je rajoute le petit Vostra. Bon, après alors. Cette intro très casual, on va rester casual, de toute façon c'est le but. Je voudrais te dire que je suis très content. Alors l'objectif de cet épisode est de savoir si mon banquier sert encore à quelque chose. Donc je vais pas donner son nom de famille, mais je vais quand même dédier cet épisode à mon banquier Louis, qui se trouve être à la BNP et Paribas. Oui, Paribas, merde, directement. Et donc qui me sert à quelque chose. Et je fais très attention. Je suis sur une approche très holistique dans l'idée. C'est pas quand je dis mon banquier, à la limite, ça pourrait être bien au-delà de BNP Paribas. Ça peut être vraiment dans l'ensemble. Mais c'est une question qui vient de plus en plus. Et je dois dire que donc pour les auditeurs qui sont sur la Martingale, ils peuvent se dire mais pourquoi il invite quelqu'un d'une grande banque comme ça, lui qui est pas toujours très tendre, j'avoue, et je dois là-dessus faire quelques remarques. Déjà te rendre hommage parce que tu viens ici pour affronter le terrible Mathieu Stéphanie. Mon Dieu. Qui, voilà, comme t'es en train de me donner des retraits là tout de suite. C'est ça. Rendre hommage aussi à ton équipe et à Marie-Sophie Joubert et qui a tenu depuis assez longtemps à essayer et à me dire, et je leur disais non mais je vois pas ce qu'on peut faire ensemble, etc. Et puis à un moment je leur ai dit on peut faire ça, alors si tu veux vraiment qu'on fasse un épisode, viens m'expliquer, envoie-moi quelqu'un qui est capable de m'expliquer à quoi sert mon banquier. Bon, on verra si Marie-Sophie est contente de nous à la fin ou pas, on lui demandera. Voilà, et elle m'a proposé donc la bosse de la banque de détail, donc je pouvais pas faire mieux, donc je suis ravi. Ce que j'aimerais dans cet épisode, c'est qu'on, je te le disais un peu juste en préparant, cut the crap, no bullshit, qu'on soit vraiment dans quelque chose qui est pas l'idée de, tu vois, on a parlé de NPS, de choses comme ça. Moi, ce que je veux, c'est à la fin savoir si oui ou non, et pourquoi j'ai intérêt à avoir un banquier, parce que j'imagine que tu vas pas me dire l'inverse. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu analyser toi? J'ai des questions, c'est une des premières fois, voire la première fois qu'on fait ça, on a posé des questions sur Twitter et sur LinkedIn pour avoir des questions d'auditeurs. On tourne toujours autour des mêmes sujets finalement, qui sont, et moi, mon expérience sur les 20 dernières années, depuis que je suis rentré en fait dans la vie active, a été qu'au fur et à mesure, que ce soit mon banquier ou des conseillers en gestion de patrimoine, à quelques exceptions près, j'ai toujours eu l'impression d'être un client à qui on mettait du service, avec qui on allait chercher, auprès de qui on allait chercher des commissions. Et je voyais pas de réel conseil. Et j'ai eu l'impression que ça s'aggravait, alors qu'en face,
arriver des tas de fintech et des tas de services qui me permettaient en fait à un moment de me passer de mon banquier, j'avais plus besoin de lui pour changer de carte, j'avais plus besoin de lui pour faire un emprunt, j'avais plus besoin de lui pour commander un chéquier, ça fait longtemps, quoique j'en ai commandé un récemment, j'ai été obligé de faire un chèque, ça m'a un peu énervé, mais tu vois, j'avais plus besoin de lui pour plein de choses et au bout d'un moment, même sur les contenus, j'avais plus besoin de lui pour me conseiller et sur plein de choses, j'avais l'impression qu'il n'était pas, encore une fois, je parle pas de mon banquier perso, il y a du pro, il y a du perso, il y a des tas de choses, mais toujours le plus aguerri sur les cryptos, sur même l'approche, cette fois-ci encore holistique de mon patrimoine. Et donc voilà, ce que je raconte là, c'est des choses que j'ai pu vivre et je voudrais vraiment qu'on rentre un peu là-dedans. Est-ce que je te laisse déjà répondre à ça et te faire ton intro? Avec plaisir, Mathieu. Sachant que dans ce que tu dis, il y a quand même plein de questions. Hein, donc tu me donnes un tout petit peu de temps. Ça ne te dérange pas parce que là, tu as touché plein de sujets et ils sont tous importants. Et j'y reviendrai une par une. J'en ai plein. Alors, première chose que je vois chez nos clients, c'est que tout ce qui concerne ce que j'appelle la banque au quotidien, tu as cité des exemples, commander un chéquier, relever mon plafond de carte, rechercher une opération, faire un virement, nos clients le font de plus en plus et très 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 majoritairement par eux-mêmes sur leurs interfaces digitales et particulièrement sur le mobile aujourd'hui. Tu vois, ils vont donc concernant notre application Mes Comptes et ils le font par eux-mêmes. Tu vois, plus de 90% des virements qui sont faits chez BNP Paribas, c'est les clients eux-mêmes qui les font là où ils veulent, quand ils veulent, etc. Et pour te donner juste, tu vois, un ordre de grandeur, on a plus de 70% de nos clients qui sont des clients actifs sur leurs interfaces digitales. Et quand je dis actifs, c'est qu'ils y sont un jour sur deux. Donc, moi, par an, j'ai 700 millions de contacts avec mes clients. Enfin, voilà, ça c'est vrai, c'est une tendance de fond. Elle a encore été plus marquée avec l'épidémie de Covid. Et ce qui est intéressant, c'est que ça traverse les générations. C'est pas juste un truc. Voilà, moi, je vois mes parents, ils utilisent leurs interfaces digitales, etc. Enfin, c'est toutes les générations. Donc ça, c'est juste. Voilà. Après, j'arrive au conseil parce que tu es en train de me dire, mais justement, tu confortes mon point, etc. Même les banques s'y sont mises. Vous êtes tous sur. Et c'est cette partie-là, c'est massif. Et en même temps, comme dirait l'autre, il y a un truc aussi qu'on observe, c'est que nos clients, ils nous demandent plus de conseillers. Alors, tu me dis, c'est un peu un paradoxe, mais plus de conseillers, concrètement, ça veut dire quoi? C'est que si je regarde, tu vois, 2021 par rapport à 2019, en 2021, un nombre de clients identiques, parce que par ailleurs, le nombre de nos clients augmente, mais un nombre de clients identiques, j'ai 5% de rendez-vous en plus entre nos conseillers et nos clients qu'en 2019. Je prends pas l'année 2020 comme référence, comment dire, elle était bizarre cette année-là. Donc je compare à 2019 qui a plus de sens pour nous. Sachant qu'en 2021, il y a eu en plus quelques confinements, donc 5% en plus, c'est probablement exactement. Beaucoup donc plus. C'est significatif. Alors quand je dis des rendez-vous, c'est pas forcément un rendez-vous en face à face, tu vois, en agence, etc. C'est la moitié des rendez-vous, mais ça peut être en visio, ça peut être par téléphone, etc. Alors pourquoi est-ce que nos clients ont envie de ces rendez-vous ? Parce que d'abord, il peut y avoir, y compris dans la banque au quotidien, des moments où ça se passe pas comme on veut. Tu vois, j'avais un ami hier qui me dit que il devait, sa carte devait être renouvelée. Il a déménagé, il avait oublié de le signaler à sa banque. La carte est arrivée à l'ancienne adresse. La poste, c'est formidable, mais là, ils avaient oublié de faire le suivi du courrier, etc. Bref. C'est son conseiller qui lui a débrouillé le truc parce que là, même avec son interface digitale, il savait pas trop comment faire, etc. Donc, et ça, c'est une illustration d'un petit grain de sable, mais parfois, c'est des choses, plus substantielles dans le quotidien. Et on a envie de parler à quelqu'un. Enfin, je sais pas si t'es, moi, comme moi, mais il y a des moments, même pour un truc du quotidien, quand il y a une espèce de sortie de route, là, avoir quelqu'un, un humain qui a un nom et tout au téléphone, c'est ou qu'on peut voir, c'est super important. Et puis, nos conseillers, nos clients demandent à leur parler pour plusieurs choses que tu as évoquées, justement, de l'expertise. Parce qu'il y a des choses, même si on est très agile dans plein de domaines et qu'on sait plein de choses, tu vois, un achat immobilier, en moyenne, on en fait un tous les 7 ans. Donc, on peut savoir plein de trucs, mais voilà, s'acheter sa résidence principale, etc. Bon, les implications fiscales,
patrimoniale, de transmission, etc. Enfin, voilà, il y a de l'ingénierie patrimoniale, il y a plein de choses qui vont avec. Ou tu vois, je prends mon propre exemple. Moi, j'ai déménagé, acheté un appartement récemment. J'ai passé 1 heure avec, même un peu plus avec ma conseillère en face à face pour qu'on fasse le 360 de tout ce que j'avais besoin d'avoir à l'esprit. Après, évidemment, pour la mise en musique, on a fait ça par texto, par coup de fil, par signature électronique, tout ça. Donc, Mais tu dois être un peu VIP aussi. écoute, je vais te dire, d'abord, j'adore ma conseillère. Donc, t'as dédié le podcast à Louis. Moi, je le dédie à Claude. Ce qui est important, et ça rejoint, je pense, un aspect de ta question aussi, c'est que on n'a pas tous besoin ni envie du même conseiller. Ça, c'est vrai. Tu vois, on a des clients qui ont, par exemple, des besoins ou des plus pointus en épargne et en prévoyance que la moyenne. Voilà. Et donc, là, nous, ce qu'on leur propose, c'est un service dédié parce que ils ont envie de quelque chose de plus expert. On a des clients qui ont encore un degré de sophistication différent, etc. Et là, on peut leur proposer les services d'une banque privée. Donc, tout le monde n'a pas envie du même conseiller. Je viens d'avoir une super idée, Marguerite. Vas-y. Tu devrais faire un système de matching. Mais tu rigoles, mais on le fait. Entre clients et conseillers. Parce que ça. Notamment en banque privée, c'est des choses. Voilà, on a des clients, on essaye. Alors, surtout que maintenant, il peut être à Grenoble, mon conseiller. Mais c'est du profiling. Alors, ce qu'on constate, c'est assez intéressant, hein, mais même chez des clients super digitaux, ils aiment bien l'idée que le conseiller soit pas trop loin d'eux, tu vois. Ils peuvent, après, si t'es passionné de montagne et tout, tu peux avoir envie d'un conseiller à Grenoble parce que voilà, tu peux trouver aussi des conseillers passionnés de montagne à Paris, hein, on en a quelques-uns. Mais, non, je te dis ça parce que, ce qu'on constate, c'est que c'est une forme de réassurance. Ce qui est assez intéressant en matière financière, je trouve, c'est que, c'est un champ, et ça a été, c'est de plus en plus étudié au cours des 20 dernières années, mais sur lequel il y a beaucoup de biais de comportement. Tu vois, c'est un champ de l'analyse économique que moi je trouve absolument passionnant, parce que on a identifié près de 150 biais de comportement qui peuvent notamment s'appliquer à la finance, etc. Je raconte ça parce que donc dans ces biais de comportement, tu vois, le besoin de réassurance et se dire qu'on a un conseiller qui est pas très loin, ça a beaucoup de valeur, même si on n'y va pas tous les matins. Et je dis ça aussi parce que le conseiller, il t'aide à travailler parfois sur tes biais de comportement. Tu vois, un biais de comportement, par exemple, et pourtant je considère que je suis une cliente avertie de la banque, mais le temps qui passe et se dire que tiens, c'est que ça commence à être le bon moment pour préparer telle ou telle chose. Moi, je me souviens encore du moment où Claude m'a appelé en disant que il fallait qu'on parle préparation de la retraite et que l'ouverture d'un plan d'épargne retraite était. Ça m'a fait un choc. J'en ai presque voulu. Claude, on t'aime moins d'un coup. On t'aimait bien. Mais non, j'ai dit ça en souriant, mais parce que, et pourtant, je pense que je suis avertie, etc. et tout, mais parce que ça nous renvoie, à nous-mêmes. Il y a des trucs auxquels on n'a pas envie de penser. Non, je vois des clients. Tu vois, il y a un biais de comportement hyper classique. Nos clients, c'est un truc. Ils regardent quand leur portefeuille, quand la valeur de leur portefeuille baisse, ils le regardent moins. Je le sais parce que je vois les consultations à ce moment-là qui baissent parce que c'est de la politique de l'autruche. Tu vois, ton portefeuille est en train de diminuer, ils le regardent beaucoup moins. Quand ça monte, ils y sont tous les jours. Alors que il faudrait pas, parce que le comportement rationnel, c'est justement quand ça baisse, quelle stratégie de protection je mets en place, etc. Mais des biais de comportement. Faut pas le regarder son portefeuille, il faut juste aller de l'avant. C'est ça le plus important. Non, mais je dis ça parce que le conseiller et derrière, on parle du conseiller, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière le conseiller? T'as toute la puissance de la banque aussi. Oui, alors c'est un interlocuteur, mais derrière, c'est ça dont on parle. C'est les conseillers, comprendre comment ça fonctionne, et aussi après la tech qui va autour, parce que j'ai noté déjà pas mal de choses. Il y a un point auquel j'ai pas répondu. Tu m'as parlé des commissions en me disant tes conseillers, ils sont incentivés sur la grande semaine du blanc, ça, etc. Je l'ai vécu et je vais en parler juste avant que tu me répondes. D'accord. Non, mais c'était pour te dire que je répondais à tes questions. Oui, mais j'ai très envie de répondre à celle-là. Oui, parce qu'en effet, moi j'ai fait des rendez-vous dans des banques et dans lesquels on m'a dit, justement, j'arrivais en disant
arrêtez d'appeler mon conseiller. Alors, ils ont quel titre chez vous? Un responsable de compte, conseiller, je sais pas. Conseiller. Voilà, conseiller, des conseillers parce que ce sont des commerciaux. Et puis on m'a répondu, non, pas du tout, ce sont des conseillers, ils sont là pour vous accompagner, etc. etc. Et puis à la fin du rendez-vous, la personne en charge, la directrice de l'agence m'a dit, mais vous voyez mes commerciaux. Et là, je l'ai chopé, je lui ai dit, vous voyez. Et tu vois, et donc c'était il y a quelques années. Mais il y a un moment où c'était clairement ça, c'est-à-dire que quand mon conseiller m'appelait, j'avais pas l'impression qu'il m'appelait pour me dire faut préparer la retraite, ou alors il m'appelait pour ça, mais derrière il avait toujours un ou deux produits à me refourguer, qui étaient toujours des produits de la banque, et voilà. Et ça m'est arrivé récemment. Je vais parler d'un disclaimer, c'est un de mes sponsors, mais j'ai voulu le faire vraiment, qui est Iroko, qui est une SCPI. J'ai appelé ma banque. Ouais. Je leur ai dit, je voudrais emprunter pour acheter de la SCPI Iroko, et on m'a dit non. Tu peux emprunter que pour la SCPI de ta banque. Et je dis, mais moi, c'est pas le produit que je veux. Et puis, dans votre SCPI, il y a 10% de commission à l'entrée. Chez eux, il y en a pas. Alors, il y a d'autres. Je suis pas là pour faire une promo de ce qu'ils font eux. Ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'ils prennent probablement des commissions ailleurs, etc. C'est pas l'idée là. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais une envie d'emprunter sur quelque chose qui est sérieux, qui a une crédibilité. Et donc, j'ai senti une forme de conflit d'intérêt sur, justement, les commissionnements à plusieurs reprises. Et ça, c'est vraiment une des questions qui est revenue beaucoup, beaucoup sur Twitter. Et voilà, je vais t'en poser plein d'un coup, et comme tu es capable de répondre après. J'ai le droit de répondre à celle-là. Vas-y. Non, parce que sinon, je pense que tes auditeurs vont croire. Typiquement, combien un conseiller a de clients? Alors, il y a plein et ça dépend des conseillers, parce que suivant les besoins de nos conseillers, il y a pas le même nombre de clients. Mais ce que je voulais te dire d'abord, c'est que tu m'en voudras pas, mais je pense que ce que tu décris peut être une vision que j'appelle un tout petit peu datée de la banque, en tout cas de l'expérience que moi je peux en avoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que oui, bien sûr, nos conseillers ont un variable. C'est vrai d'ailleurs dans plein de métiers, et je trouve ça bien. Après, de quels objectifs? De quel ordre? De quels objectifs? Attends, je te parle juste de quels objectifs parlons-nous? Premièrement, dans les objectifs qu'ils ont, il y a des objectifs qui peuvent être individuels, il y a des objectifs qui sont collectifs, et ça c'est très important pour moi. Deuxièmement, il y a des objectifs qui concernent par exemple la sécurité financière, tu vois. Est-ce que dans les banques on est très réglementé, il y a ce qu'on appelle des KYC, des dossiers réglementaires clients, Know Your Customers, etc. Et donc moi, la bonne tenue de ces dossiers, c'est un objectif que je donne à nos conseillers. La satisfaction de nos clients est un objectif. Je fais une pause, donc le Know Your Customer, donc c'est toutes les données qu'on va avoir, que vous remplissez d'ailleurs dans chaque organisme financier. Donc d'abord, ça va être la carte d'identité, etc. Absolument, etc. Ça, puis après, la tu base, vas voir c'est aussi les la déclaration enfants, de l'âge, revenus, les déclarations, etc. Voilà, c'est toutes les informations exigées par la réglementation, à les fins de sécurité financière, de lutte contre le blanchiment, contre le financement des etc. Donc, ce sont des informations que tout organisme régulé financièrement doit vous demander et garder à jour. C'est pas juste à l'entrée en relation, mais c'est une mise à jour au fil de l'eau. Donc, nos conseillers, ils ont plusieurs objectifs, mais c'est pas, tu vois, c'est pas des objectifs sur la grande semaine du blanc. C'est pas intéressant. Non, mais je le dis parce que grande semaine du blanc. Oui, c'est très alsacien, mais voilà, ou c'est Zola et le bonheur des dames. Mais pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que comment est-ce qu'un conseiller doit travailler avec son client s'il travaille bien? Mais c'est d'abord. Avec son client, il établit, parce que chaque client est différent, un profil financier, un profil de risque. Ça veut dire quoi? Un profil de risque, c'est par exemple comprendre le mot est moche, mais ton appétit au risque. Si par exemple tu es un entrepreneur, c'est ton cas, tu as beaucoup de ton patrimoine qui est investi dans ton entreprise, et ben tu peux souhaiter pour ton épargne avoir quelque chose de plus sécurisé, de plus liquide, etc. Non mais c'est pas. Ce qu'on m'a dit, je suis pas très fort là-dedans. Mais tu vois, ça peut être mais par ailleurs, on tient compte de tout. Je veux dire, tu peux être en couple avec quelqu'un qui travaille. Enfin, je veux dire, le but du jeu, c'est une compréhension d'ensemble de la situation. Tu peux déjà avoir ton appartement, dont l'emprunt est remboursé. Enfin, je veux dire, on n'est pas tous au même moment de vie. On n'est pas tous, on n'a pas le même appétit au risque. Bon. Profil financier, c'est qu'on n'a pas tous la même compréhension aussi du risque financier. Tu peux être super bon, enfin tu vois, moi je vois des clients chaque jour parce que d'abord j'adore ça, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier, et tu peux être
hyper bon dans ton métier en tant que chef d'entreprise, etc. Et avoir une compréhension du monde de la finance, enfin, qui peut être moins fine. Et ça, il faut qu'on le mesure bien, parce que ce qui est très important, c'est être sûr que nos clients, oui, on les conseille, on les accompagne, etc., mais que in fine, ils se sentent à l'aise avec et qu'ils comprennent bien ce qu'on leur propose. Et à partir de là, on a effectivement le conseiller a une approche, tu vois, voilà, d'ensemble de ta situation en fonction de tes projets. Je disais aussi des moments de vie. Moi, c'est qu'est-ce que je fais pour l'éducation des enfants demain. Est-ce que j'ai besoin de mettre de côté aussi pour un jour mes parents. Enfin, que ça, je vois, on peut avoir plusieurs. Enfin, et donc c'est ce travail-là que le conseiller fait avec toi. Et en fonction de ça, en fonction de ton profil de risque, ton profil financier, c'est de déterminer ensemble un univers d'investissement, aussi de connaître tes préférences. De plus en plus, nos clients sont extraordinairement sensibles aux enjeux ESG, tu vois, mais c'est quand je dis sensible, c'est très significatif. Mais parfois, tu vois, sur l'ESG, on n'est pas tous, on se dit, voilà, moi je veux savoir où va mon épargne, ce qu'elle finance, etc. Mais on n'est pas tous experts là-dedans non plus. Donc, on aide nos clients à exprimer leurs préférences. C'est ta préoccupation, c'est le changement climatique, ok. Est-ce que c'est la thématique protection des océans, est-ce que c'est la thématique... Parce que derrière, on est capable de te faire des propositions et de simuler un portefeuille avec un rapport rendement-risque, avec aussi une allocation, enfin, tu vois, qui correspond à ce profil-là. Si je reviens sur cette question, je vais te poser 3 questions simples. Si mon banquier ouvre un PEL, pour moi, il gagne une prime ? Non. Ok. Est-ce que quelle est la part du variable d'un banquier sur ça dépend. En fait, ça dépend de nos conseillers. 30, ça dépend des conseillers. Mais effectivement, ça peut être une part assez significative, mais ça dépend des profils de conseillers. Et une des questions qui revient, du coup, je te la pose autrement. Eric, Sylvain, Jérôme, Anthony. Il n'y a que des hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Thomas, figure-toi que je travaille et j'invite beaucoup de femmes. Et tu regarderas sur la martingale, j'ai beaucoup de femmes. Je sais que tu invites des femmes. Mais j'ai regarder les prénoms que tu listais. Vas-y. J'ai encore. Alors c'est sur Richissime, un podcast aussi qu'on accompagne, qu'on a peut-être plus de femmes. Mais une des questions était combien de temps en moyenne reste un banquier avec un de ses clients ? Est-ce que tu as cette donnée à peu près ? Là aussi. Est-ce que ça tourne ? Alors, en fait, là aussi, il y a un petit biais, c'est que c'est pas la même chose en Île-de-France que dans le reste des pays. Ouais, parce que comme dans beaucoup d'activités, on a des conseillers qui démarrent leur vie professionnelle en Île-de-France, qui adorent la qualité de vie à Paris, etc., mais qui, à un moment donné, peuvent avoir envie justement d'une autre qualité de vie, de s'installer ailleurs. Et du coup, tu vois, par exemple, qui démarre à Paris en Île-de-France et qui après peuvent avoir envie de s'installer à Nantes ou ailleurs. Généralement, ça va on observe que c'est quand même plutôt du nord au sud, le mouvement. Enfin, j'ai plus de demandes pour. Ouais, c'est ça. Bon, enfin, j'espère que les Lillois m'en veulent pas là, mais c'est quand même plutôt du. Mais c'est de 3 ans. Et donc, voilà, tu peux avoir un conseiller qui effectivement va être là pendant 3 ans et puis qui après va changer de job. Mais ce qu'il faut avoir, il y a plusieurs trucs qu'il faut avoir à l'esprit. D'abord, on est, je pense, toujours meilleur dans la connaissance qu'on a de nos clients et dans la manière dont on garde la trace de celle-ci. Ce qui fait que ton conseiller peut changer, mais tu as un historique de relation avec la banque et que ton nouveau conseiller, ta nouvelle conseillère, a cet historique, donc tu n'as pas besoin de raconter ton histoire, ta vie à chaque fois. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, parce que effectivement, nos clients nous disent souvent, oh là là, le turnover des conseillers, notamment à Paris, etc., c'est quelque chose qu'on trouve ennuyeux. Donc, on est en train de mettre en place quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est de dire, voilà, vous n'avez pas seulement un conseiller, vous allez pouvoir en avoir 2 ou 3. Alors, c'est pas anonyme, tu connais le nom de ton conseiller. Et si, par exemple, tu préfères ton conseiller Mathieu à ta conseillère Marguerite, et les deux sont tes conseillers, tu as leur numéro, etc. Et tu peux appeler Mathieu en priorité si c'est ce que tu préfères. Mais l'avantage, c'est que si par hasard Mathieu décide de travailler chez BNP Paribas à Nantes demain parce que il a décidé de déménager, eh bien, il te reste encore Marguerite, ta conseillère aussi, qui donc. Mais inexorablement, je peux pas garder Mathieu. Je peux pas dire en fait, même s'il est à Nantes, j'ai envie de continuer à bosser avec lui s'il reste dans la banque. Alors,
L'organisation qu'on a, c'est effectivement que si Mathieu déménage à Nantes, région, il va servir des clients de sa nouvelle région. Parce qu'en effet, ça c'est un des sujets. Alors il se trouve que tu vois, là, Louis, ça fait quelques années, c'est très bien, mais c'est vrai que c'était un des sujets. Moi, je l'ai vécu avant. Je précise que j'ai la chance d'être en banque privée, donc je suis un peu privilégié par rapport à ça. Mais dans les banques, je sais pas, dites de détail, enfin, j'ai eu l'impression, j'ai eu le sentiment avant, chez un de tes confrères, que ça tournait vraiment beaucoup. Et ça, c'était vraiment un truc où je me disais, mais finalement, du coup, ça tourne tellement que j'ai plus intérêt à avoir une machine en face de moi, ou à la limite une sorte de service client bien organisé, avec même, tu vois, plutôt que 3, 10, 15, 20 personnes qui, quand j'appelle... Mais tu as aussi, alors plusieurs choses. Hein. D'abord, tu as aussi, je parle, tu m'en veux pas, mais pour ce que je connais le mieux, c'est-à-dire BNP Paribas, hein, donc je peux pas parler pour toutes les banques en France, mais nous concernant, tu as aussi un service client... Voilà, que honnêtement nos clients adorent. Enfin, ils le plébiscitent. Hein, je le vois. On mesure un taux de satisfaction, etc. Où effectivement, tu peux avoir, par exemple, tu vois, pour des sujets qui sont un peu au long cours, tu as un projet. Je reprends un projet immobilier ou un projet pour ta boîte, etc. Tu veux parler à ta conseillère Marguerite parce que c'est elle qui suit le truc et tout, mais par exemple, tu as un sujet de carte où tu veux bloquer un truc, etc. Là, tu peux avoir envie de faire appel directement au service client et tu as une équipe très professionnelle, très compétente, etc. qui va prendre ça immédiatement en charge pour toi. Et là, ce que tu veux, c'est que ce soit pris en charge le plus vite possible, le plus simplement possible. Tu peux aussi le faire de plus en plus parce que la proposition, enfin, tu vois, moi je vois par exemple la proposition de valeur de notre app aujourd'hui, hein, c'est pas nous qui le disons, tu as des agences de notation du digital, par exemple, d'e-rating, elle fait partie des toutes meilleures, enfin, tu peux faire plus de choses avec ton application BNP Paribas qu'avec celle de n'importe quelle fintech. En vrai, si tu regardes le contenu. Alors le plus, c'est pas toujours mieux, mais ça non, se discute. mais tu peux faire à la fois tous les bons basiques, mais tu peux faire aussi des choses plus sophistiquées si tu le souhaites. Tu vois, sur des choses très précises, j'ai fait un aller-retour au ski avec des potes le week-end dernier. J'arrive au bout du week-end, on se fait un partage de compte, là, je sais plus sur quelle application. Je crois que vous en avez une d'ailleurs aussi qui fait ça. Mais là, c'est celle qui doit être la plus connue. Bon, bref. Et à la fin, on se paye tous sur Lydia. Parce que c'est plus simple que de faire un virement. Et je sais que vous essayez d'avoir votre propre Lydia, tu vois, mais il se trouve que quand même, dans les faits... Alors, du peer-to-peer, tu peux le faire effectivement aussi avec ta banque, si tu le souhaites, hein, avec juste le numéro de portable avec juste le numéro de portable des gens à qui tu as envie de faire... Et ça, je le fais, par exemple, chez vous, dans mon compte, ou il faut que j'utilise une autre appli? Tu vas dans mes comptes. Je te montre après. Mais tu vois, et c'est vrai que c'est là où le fait d'avoir plein d'offres, c'est pas toujours simple. Parce que tu as raison. C'est vrai que moi, j'ai identifié Lydia pour faire ça et c'est Lydia. Et tu as raison, on progresse toujours. Ça, c'est une chose, enfin, tu vois, on a beaucoup de fonctionnalités. Et ce qui est très utile, c'est en UX, de toujours progresser dans l'ergonomie de notre application, etc. Parce que, voilà, il faut pas être juste expert de l'app en disant, bon, alors je sais que je vais dans mon profil, après mon profil, j'active le truc comme ça, etc. Et ça, c'est sûr que, donc, avoir des choses toujours plus intuitives en expérience utilisateur, c'est très important. Ce qui est pas facile, c'est que ça, tu as une notion de winner takes all, c'est-à-dire que j'imagine que si je l'envoie depuis mon compte, en fait, je ne fais que reporter le fait de rentrer le RIB de moi à mon pote. C'est-à-dire que tu vois, sur Lydia, lui, il a un compte déjà. Si moi, j'envoie à Jérôme, en l'occurrence, 300 €, il va recevoir sur un compte d'attente, j'imagine, quelque chose comme ça, 300 € et lui, il va devoir rentrer son RIB pour les recevoir parce qu'il n'a pas de compte BNP, j'imagine, non? Je sais pas si Jérôme a un compte BNP. Non, je crois pas. Je suis sûr que non. C'est vrai. Tu sais pas? Merde. Je sais pas. Mais si tu me donnes son nom de famille, je m'en occupe. Tu as quelques clients. Non, mais tu vois, en fait, c'est pas facile. Je sais pas si tu peux répondre à cette remarque. D'ailleurs, il y a pas forcément de réponse. Non, je vais faire une réponse peut-être un tout petit peu plus générale, qui est que je pense qu'il y a encore quelques années, les banques dites à réseau étaient probablement en retard en expérience, je le dis avec mes mots à moi, mais en expérience digitale. Ce que je constate aujourd'hui, je le vois dans les usages de nos clients, je vois dans la manière dont on est noté sur nos propositions de valeur, sur nos UX, dans la manière dont nos apps sont notées, etc., c'est que
non seulement on n'a pas à rougir, mais en plus, on est des acteurs hyper innovants aussi parce qu'on a des moyens d'innover. Tu vois, par exemple, tu parles des trucs en matière de paiement. On a été les premiers en France à sortir une carte biométrique que nos clients adorent parce qu'à la fois, donc, la carte biométrique, tu enregistres ton pouce sur ta carte. Je l'ai là, je te montre après, tu enregistres ton pouce, l'empreinte de ton pouce pour qu'elle soit reconnue par ta carte et ça te permet de payer en sans contact, sans la limite de plafond de 50 euros. Sur le téléphone aussi. Tu peux aussi le faire sur le téléphone, mais je me rends compte que les clients, tu vois, on parle d'usage, les clients adorent leur carte. Ils l'utilisent. Moi, j'ai plus de carte, jamais. Ouais, mais non, mais c'est vrai. L'usage de la carte progresse encore. Ouais, tu vois. c'est fou. Non, mais c'est juste pour te donner cet exemple-là. L'usage de la carte, en fait, progresse encore contrairement à ce qu'on pense. Tu vois, je peux pas ici, je peux pas être complètement. Alors évidemment, je suis d'accord sur le fait que l'écart se resserre, mais il y a toujours un gros écart. Je dirais là, je vais te prendre l'exemple en plus en tant qu'entrepreneur et qui concerne moins de monde, donc on va pas rester là-dessus. Mais moi, j'ai des banques pro qui sont des néobanques sur lesquelles en fait on utilise nos anciennes banques en tant que banques, puisque ces néobanques ne sont pas des banques en l'occurrence, hein. Donc, mais tout le reste, tout le quotidien, les cartes, les choses, etc., tout pour nos collaborateurs sont faites sur leurs apps parce que c'est encore nettement mieux, quoi. Enfin, et pour moi, il y a encore 4-5 ans d'avance, mais c'est pas tangible ce que je te dis. Donc non, mais attends, c'est très concret. T'as raison, d'abord, un certain nombre de ces acteurs ne sont pas des banques au sens où ils n'ont pas de licence bancaire, mais surtout, tu vois, tu parles des clients pros. Pour nos clients pro, on a aujourd'hui, tu vois, un service qu'on a développé avec une start-up, parce que parfois on développe pas tout en interne. On a de plus en plus de partenariats avec des start-up. Donc celle-là s'appelle OneUp et on a développé avec eux quelque chose qui s'appelle Mon Business Assistant et qui permet à nos clients pro de faire aussi bien évidemment la catégorisation de leurs dépenses avec tous les justificatifs qui sont classés. Tu vois, tu prends la photo de la facture de resto et ça se classe au bon endroit, etc. Ton provisionnel de trésorerie, de TVA si tu es assujetti à la TVA, l'édition de tes devis, la relance de tes factures, etc. Donc tu as tout ça. Et aujourd'hui, en plus, on fait le lien avec, ça s'appelle maintenant Mon Business Assistant Expert, j'en ai 100 000 clients qui l'utilisent, avec l'expert comptable, parce que ton expert comptable, il n'a pas envie de faire le... Donc pourquoi je dis ça, c'est que je pense que ça va super vite dans tous les domaines. Un intérêt, je crois, enfin, tu vois, l'une des choses aussi qui je pense, est intéressant pour des acteurs comme nous. D'abord, moi, je suis une libérale, je crois au marché, tu vois. Donc, je suis très favorable à la concurrence dès lors qu'elle soit, tu vois, dès lors qu'elle est level play, enfin, tu vois, dès lors qu'elle est fair, je crois. Donc, il faut organiser les conditions de la concurrence, mais quand elle est fair, moi, j'y suis hyper favorable parce que je pense qu'elle est stimulante, qu'elle stimule l'innovation, la créativité, etc. C'est un principe de base. Donc, moi, tu vois, un business qui vient sur en me disant, j'ai un super business parce qu'il y a des barrières à l'entrée. Comment dire, je fuis. Je trouve que c'est bon. Donc ça c'est un premier point. Un deuxième, donc très favorable à la concurrence, et quand on a de nouveaux acteurs qui innovent, etc. Pour nous c'est super stimulant. L'autre élément que je pense on a attractif aussi, c'est une capacité à investir. En fait, nous aujourd'hui on est des boîtes de services, mais peut-être même d'abord de technologie. Je le dis pas trop fort pour mes banquiers, mais la personne presque qui est la plus importante pour moi dans la banque, c'est mon patron de l'IT. On se parle très 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 souvent, et je passe parfois plus de temps sur nos sujets technologiques que parce que on est des boîtes d'IT, on investit des sommes hyper importante sur ces sujets. Je précise quelque chose que Marguerite me disait juste avant qu'on enregistre, et c'était important de le savoir pour moi, et je le savais pas. Tu m'as expliqué que les applications BNP, j'imagine que c'est pareil chez tes confrères, mais grand public dépendent de toi. Ouais. Donc ça, c'est important. C'est super important pour moi. Moi, c'est ma vitrine. Attends, mais moi, je veux dire, savoir ma première vitrine aujourd'hui, ce sont mes interfaces digitales. Et je pense pas que ce soit contre tes conseillers, parce que ça va finalement dans plein de choses plutôt améliorer leur vie. Je vais revenir sur un truc parce que sinon on va plus avoir beaucoup de temps aussi, et c'est important. Je pense que je pensais pas qu'une heure passait aussi. Ben voilà, mais
en fait, je pense que sur plein de petites choses, ces applications améliorent ma vie de client et améliorent la vie de mon conseiller parce qu'elles peuvent le laisser se concentrer sur, plutôt que de me renouveler une carte bleue, de me l'annuler, etc., d'aller plus sur un certain nombre de choses. Et donc, je reprends des questions qu'on m'a posées et qui sont, je pense, très pertinentes. Je vais t'en poser deux qui sont complémentaires. Comment sont évalués les conseillers ? C'est Thomas qui me pose ça. Sur leurs connaissances en matière de gestion financière et d'investissement. Et les conseillers reçoivent-ils des formations sur les nouveaux placements ? Là, on me donne comme exemple crypto et crowdfunding, entre autres. Alors, je commence par nos conseillers font tous. On a ce qu'on appelle un assessment. Enfin, je pourrais le mettre en français, hein, mais une évaluation, que chacun de nos conseillers fait et qui lui permet, à partir de questions auxquelles il ou elle répond, de se situer par rapport à ses connaissances sur des sujets d'assurance dommage, d'épargne, de crédit, etc., et d'évaluer les connaissances qu'il a besoin encore de perfectionner. Donc, il y a un socle qui est commun à tout le monde, et d'ailleurs, parfois, même la réglementation, tu vois, c'est le cas en matière d'assurance vie, c'est le cas en matière de crédit, etc., prévoit des formations obligatoires, y compris en nombre d'heures, parce que la réglementation s'occupe bien de nous, de formations à consacrer. Mais nous, ce qu'on fait en plus, c'est que chacun de nos conseillers, tu sais, il a sa petite matrice avec cette toile d'araignée là qui lui permet de voir que il est très bon en épargne, en revanche en assurance dommage, il peut progresser, etc. Et donc il a des formations, un programme personnalisé qui lui permet de progresser et aussi qui est adapté à là où il en est dans son propre parcours professionnel et au type de client qui l'accompagne, parce qu'il y a des clients qui ont des besoins plus ou moins poussés, sachant que si un conseiller à un moment donné, parce que tu vois aussi, il est plus junior dans le métier, etc., se sent un peu mal à l'aise sur certains sujets, il a, outre son directeur d'agence, des conseillers spécialisés, par exemple en immobilier, par exemple en épargne prévoyance, etc., auxquels il peut faire appel pour l'accompagner ou en assurance dans la relation qu'il a avec ses clients. J'ai une deuxième super idée. Non, mais attends. Je vais leur dire à tous d'écouter la martingale. Ils vont bien se former. Je vais gagner beaucoup d'auditeurs d'un coup. Pardon. Mais sûrement que beaucoup l'écoutent déjà, tu sais. Deuxième chose. Et effectivement, on a, tu vois, des formations qui sont dédiées lorsque il y a des nouveaux produits qui se développent, etc. Il y a une question, et je sais que c'est que tu m'as posé sur les cryptos, et je sais que c'est un sujet d'intérêt pour tes auditeurs. Ouais. Bon, et alors là, tu vas te j'avais dire, une autre... chasser le naturel, il revient au galop. Vas-y. La fille, elle essaye de faire moderne depuis le début, et là, elle va me faire une réponse très, très, très fermée. Et bon, alors attends, plusieurs choses. Je veux dire, mais j'attends tellement. sur les cryptos d'abord, et j'en mesure, tu vois, je mesure l'intérêt que ça suscite chez beaucoup, mais moi je le recommande pas. C'est un investissement que je ne recommande pas à mes clients. Pourquoi ? D'abord parce que le sous-jacent, et c'est frustrant, hein, mais le sous-jacent, c'est quand même une pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que les rendements qu'on serve à ceux qui sont déjà dans le système, sont apportés par les nouveaux entrants. Et donc, il faut juste espérer que la musique continue à jouer suffisamment longtemps, parce que sinon, t'es mal. Ça, c'est le premier point. C'est le sous-jacent. Non, tu te retiens. Mais attends, voilà. Mais premier élément. Donc, il y a tu vois, un élément de très forte volatilité, etc. Donc après, clairement, moi, les uns et les autres ont intérêt, ils font, mais moi, ça n'est pas un investissement que je recommande. Une des motivations aussi, un des ressorts, je disais qu'il y avait beaucoup de biais dans les comportements d'épargne, dans les comportements financiers. Tu vois, très souvent, moi, j'ai des gens qui me disent, mais attends, moi, c'est la super bonne affaire. Je serais rentrée il y a 2 ans. Putain, j'aurais mis 200 €. Imagine combien j'aurais aujourd'hui, tout ça, tout ça. Il y a un syndrome qui s'appelle Fear of Missing Out. Oui, le FOMO. Oui. Et ça, honnêtement, il est assez présent dans ce domaine. Ensuite, il y a un autre truc qui me marque, moi, sur les cryptos. J'étais mardi, j'intervenais dans un master de finance à l'ESCP, et on avait consacré l'essentiel de la discussion avec des étudiants super intéressants, venant de partout dans le monde, finance durable, etc. Qu'est-ce que vous faites ? Enfin, voilà, c'était absolument passionnant. Puis évidemment, il y en a un qui lève la main sur les cryptos, tout excité. Et je me suis dit, c'est marrant parce que, en termes tu vois, parfois de cohérence. C'était le même gars qui m'avait dit à quel point les sujets d'environnement, etc., de transition comptaient pour lui. Et, pardon, mais les cryptos, dans le genre,
bien-être pour l'environnement, ça se pose là. Parce que C'est le pareil. mining... Non, mais je sais. Il y a Et du différentes coup... cryptos. J'ai investi Non, dans mais des cryptos qui sont green. mais il y a et- plein, et non, oui. non, mais il y a plein de cryptos, etc. Et par ailleurs, attends, Mais le Bitcoin n'est pas green. je suis le Bitcoin. Mon Dieu, ce qu'il n'est pas green. Oui. Et il paraît que même Elon Musk le dit maintenant. Oui. Je dis ça en rigolant. Donc, pourquoi Mais- je dis ça? Parce que, en revanche, ce qui m'intéresse, et là où, tu vois, une fois que je dis, je recommande pas l'investissement dans les cryptos, etc. En revanche, la technologie sous-jacente, le blockchain, qui n'est pas par ailleurs, qui est assez ancienne, comme techno, c'est quelque chose qui évidemment nous intéresse, qu'on peut utiliser on utilise, tu vois, nous, pour sécuriser tu vois, des contrats entre plusieurs parties, etc. Donc c'est intéressant. Moi, je te dis juste, voilà, les Moi, cryptos, je le recommande pas. Mais je pense qu'il y a quand même un sous-jacent dans ce que tu dis important, c'est que on parle de décentralisation. Donc, non, après, je vais vous te dire n'avez aussi, aucun Mathieu, intérêt non, je à vais ce te dire, que moi j'aurais aimé. Là où j'ai pas d'intérêt non plus, c'est que je vais te dire, moi j'ai une expérience en finance qui est assez claire. C'est que, on l'a dit, nous on est un très très grand acteur, on est une très grande banque. Et Première, donc, deuxième, c'est ça on est la première en zone euro, on est une des toutes premières dans le monde. Ouais. Et en fait, moi je sais un truc, c'est que, comment dire, quand ça pète, les deep pockets, c'est nous. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, tu vois, C'est toi qu'on ta va venir petite repas. plateforme, etc., elle n'existe plus. En revanche, et c'est normal, le client qui a perdu de l'argent, etc., il va se retourner en disant, mais vous saviez que je savais ça et vous ne m'avez pas retenu alors que c'est vous les experts, etc. Et il peut même aller devant un juge en disant, mais attendez, Je sais, en devoir effet. de conseil, ma banque m'a pas protégé et tout. Et Donc, j'en ai parlé, pour être ça, très pour honnête, moi, j'en ai parlé si tu veux, ici ça déjà. fait une énorme asymétrie parce que d'un côté, t'as des acteurs qui... Et je te disais, moi, j'adore la concurrence, mais level playing field. Moi, si on me dit, attends, à la fin, de toute façon, on va aller chercher l'acteur dont on pense que il a une capacité d'indemnisation, etc. Et malheureusement, les accidents... Non, mais c'est sûr. Ils vont arriver sur les J'en ai cryptos, parlé tu pour vois. reprendre tes mots. Et voilà, l'idée, c'est de dire que souvent, tu vas avoir quelqu'un qui va acheter des Et du cryptos coup, si tu veux, et qui moi, va revenir devant le Ouais. juge en disant ma banque aurait pas dû me laisser faire ça Donc, parce on que n'aurait je connaissais pas pas. dû me laisser Ouais. faire. En fait, j'étais pas assez expert. Et d'ailleurs, et donc, si tu veux, moi, j'ai un principe de base en finance et je le recommande d'ailleurs dans tous les compartiments de nos vies. C'est il faut. Après, on fait, mais il faut. On ne fait que ce qu'on comprend et qu'on maîtrise. Et ça, c'est super important. Quand il y a un truc qui vous paraît pas clair, quand il y a un truc si vous vous êtes fait expliquer 4 fois le truc et le gars en face de vous, il a employé plein de mots compliqués parce que tu dis, je vais pas lui reposer la question, je vais avoir l'air idiot, etc. Je Non, vais mais tu avoir as l'air raison. un peu naze et tout. Et franchement, il faut avoir, j'ai envie de dire, faut avoir confiance en soi et en son bon sens. Tu comprends pas, tu fais pas. Mais c'est vrai que là-dessus, tu vois, moi, Mais bon, mes expériences, tu vois. moi, je fais des expérimentations parce que c'est mon job avec la martingale. Mais moi Donc, aussi, récemment, j'en je suis fais. rentré dans une ICO, j'achète des cryptos pour certaines que je comprends pas bien, mais ça me permet de les comprendre, etc., etc. Mais c'est vrai que je me dis, tu vois, je donnerais une énorme street crédibilité à un banquier qui me dirait, juste pour ton éducation financière, qui me dirait à moi en l'occurrence, et ce serait pas valable pour tout le monde. Ce serait peut-être pas con, Mathieu, que tu ouvres un wallet sur MetaMask et que tu puisses acheter une crypto là-dessus pour comprendre comment ça fonctionne. Tu vois, là, je me dirais, on a passé un cap. Et je comprends ce que tu dis au niveau réglementaire, mais c'est aussi... Non, je te parle pas de réglementaire. Tu vois, moi, ce que je te partage là sur tu vois, ma vue des cryptos, on a passé un certain nombre d'heures, mais tu vois, y compris au niveau enfin, tu vois, du COMEX du groupe, et tout, enfin, et en ayant passé nous-mêmes beaucoup de temps à rencontrer les gens de plateforme, etc., pour se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire dans ce domaine? Tu vois, c'est pas juste la régulation, etc. C'est notre c'est notre compréhension quand je dis et notre conviction. Après, ce que je pense en revanche qu'on est capable, tu vois, d'apporter à nos clients, et ça c'est un truc très puissant parce que justement on est présent partout dans le monde, etc. C'est un accès à des tu vois, à des classes d'actifs parce que on a nous aussi un pouvoir de négociation avec des grands partenaires, avec les BlackRock de ce monde, etc. Donc on est capable, que ce soit sur des actifs privés, que ce soit sur des géographies, etc., de proposer, d'emmener nos clients particuliers sur un univers d'investissement où en fait, et c'est ça que je dis, tu vois, à travers le conseiller, c'est toute la banque auquel tu as accès parce que on a
voilà, ce bargaining power dans plein de géographies, avec plein de contreparties, où on peut emmener nos clients faire des choses que je pense passionnantes, etc. Mais où je prends la responsabilité, tu vois. Si je le propose, je m'engage. C'est aussi ça le truc, tu vois. Mais parce qu'on a des convictions, donc... Ce que me disait, pas pour name dropper, mais pour se rendre hommage à mon pote Nicolas Marc, dont je t'ai parlé, qui me racontait que vous aviez investi dans une boîte qui s'appelle Forge, notamment, qui permet de faire du... T'es hyper bien renseigné. Bien sûr, Forge Global, qui est une super boîte de secondaire, qui permet d'investir dans des grosses boîtes de la tech US, dans lesquelles t'as pas accès autrement. Sinon, t'as pas accès. T'as pas accès en tant que particulier, etc. Et ça, c'est absolument... Mais moi, je trouve ça passionnant. Dis qu'avant, mon conseiller me propose de rentrer dans une... Enfin, tu vois, j'ai quand même l'impression qu'il y a une distance, mais... Et je veux sortir des cryptos parce que je vais en plus être très honnête, c'est que je pense que c'est trop presque encore futuriste pour que ça rentre dans le rôle du conseiller. Je pense que ça doit pas être dans son quotidien aujourd'hui. Je vais venir plus sur quelque chose qu'on me pose plus largement ici. Alors, il y a quelqu'un quelle est la place des émotions du conseiller bancaire face à son client? Est-ce que tout est 100% processisé? Est-ce qu'il a une marge de liberté ou un discours préformaté? À la limite, cette question est intéressante, mais ce qui est encore plus intéressant, je pense, c'est de savoir, au-delà des émotions aussi, dans quelle mesure un conseiller qui croit en moi, mais que je suis ce que tu dis, Mathieu, est super important. Je pense que, voilà, parce que ça, je sais très bien. Et je vais être honnête avec toi. Je finis un truc parce que je vais rendre hommage à un. C'est que je sais que moi, je suis souvent hors piste. C'est-à-dire que je suis pas du tout un client. J'ai une partie immergée de l'iceberg. Je suis comme beaucoup d'entrepreneurs. J'ai pas du tout d'argent en perso. Très peu. Et du coup, quand j'arrive dans ma banque privée, parce que je suis en banque privée, parce que j'ai fait des achats ou parce que ma femme, elle, gagne plus que moi, et en perso, eh bien, du coup, j'ai l'impression de pas être intéressant versus ma conjointe. Dans quelle mesure, en effet, on peut compter sur un humain, parce qu'on peut pas compter sur un algo pour sortir de la piste, tu vois? Je vais te donner 2 exemples, parce qu'en fait, je pense que la question que tu poses est presque la plus importante. Un bon banquier, c'est justement un banquier qui s'engage. Pas parce qu'il a... je dis pas que j'utiliserai pas le mot émotion, j'utiliserai conviction et jugement. Tu vois, on a par exemple, notamment pour nos clients entreprises, des comités de crédit. Et en fait, quand tu vas en comité de crédit, le banquier, il va présenter... Il est l'avocat de son client. Il y a des gens tout autour qui lui posent des questions, etc. en disant... Donc Louis, quand je vais le voir, je lui dis je voudrais emprunter. Il va sur un comité de crédit qui est un comité régional, en fait, non, pour les clients particuliers, c'est encore différent. Je viendrai sur les parts après. Mais je te décris parce que je pense que c'est là où on voit le mieux, on comprend le mieux la mécanique. Mais tu vois, donc pour un client entreprise, c'est un comité de crédit. Et en fait, donc il y a plein de gens plein de gens, quelques personnes qui posent des questions, etc. sur le dossier en disant mais c'est quoi le modèle d'affaires? Mais là, le taux de croissance à l'infini, j'y crois pas, etc. Et parce que, tu vois, à un moment donné, moi, j'ai vu tellement de plans d'affaires, de business plans dans ma vie que si tu veux mettre un truc target value là, comment dire, pour que ça vole ou que ça vole pas, on sait faire. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir des banquiers qui comprennent ce que font leurs clients, qui ont une conviction sur le modèle d'affaires, qui ont une conviction sur la relation. C'est-à-dire, Mathieu, il a fait plein de trucs dans sa vie, etc. Il a toujours été faire avec nous. Il a 20 ans de track record derrière lui, etc. Quand il s'engage, on sait qu'il fera le maximum, etc. Mais ça a de la valeur pour la banque. Mais on prend des risques. Mais attends, notre métier, c'est de la gestion des risques. Moi, je prends des risques. Justement, j'ai l'impression que c'est la gestion des risques et de ne pas en prendre. Non, au contraire, notre métier, c'est de prendre du risque. Et c'est ça qui est excitant, de prendre du risque parfois sur des technologies innovantes, de prendre des risques avec des nouveaux entrepreneurs. Mais attends, moi, c'est pour ça que j'aime ce métier, c'est pour ça que je le fais. Donc, notre métier, c'est de prendre des risques, d'avoir des banquiers qui ont justement une compréhension de ce que font leurs clients. Et à la fin, moi, la question que je me pose toujours, quand j'ai c'est, voilà, est-ce que j'ai une conviction suffisante pour que, si c'était mon argent, je le mets dans ce projet ou pas? Et ça, c'est super. Et si je me dis non, en fait, c'est mon argent, je le mets pas, alors je mets pas non plus celui de la banque. Il faut que je sois... Mais c'est profondément humain. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tu me parlais des algos, etc. Je vais te raconter une histoire presque drôle qui nous est arrivée pendant la crise sanitaire. Parce que les modèles, et Dieu sait que les banques sont très équipés tu sais, on est des centrales nucléaires, donc on a des modèles partout, des modèles de risque, etc. On les présente à notre superviseur, ils sont tamponnés. Enfin, bref, c'est toute t'as une tringlerie qui est assez remarquable. Et
pendant on est au mois de mars ou d'avril 2020, j'ai patron des risques que j'adore, qui vient me voir en rigolant et qui me dit Marguerite, on va pouvoir reprendre des provisions. Alors je le regarde en disant écoute, je sais pas, regardons par la fenêtre. Mais il se marrait, hein, donc je savais qu'il y avait une suite à ce qu'il me racontait. Je dis regardons par la fenêtre ensemble, mais à mon avis, si tu veux, on est quand même en train de rentrer dans un truc. La route va être chaotante, quoi. Donc là, peut-être pas tout de suite. Vaut mieux que non seulement. Non. Et en fait, il me dit si, c'est ce que dit le modèle. Alors, je dis pourquoi il nous dit ça? Parce que dans un modèle de risque, t'as notamment une composante qui s'appelle la probabilité de défaut, et dans les paramètres qui rentrent en compte pour la calculer. Probabilité de défaut, c'est qu'on ne te paye pas, en fait. Hein, voilà. Probabilité de défaut du client, et donc pour la calculer, tu as plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, et dedans, tu as le cash sur les comptes des entreprises. Et plus tu as de trésorerie, plus tu as de cash, plus cette probabilité de défaut s'améliore. Ce qui, en régime de croisière, c'est pas le seul facteur qui rentre dans la probabilité de défaut, mais c'est un des ingrédients, ce qui est assez logique. Bon, le truc, c'est qu'avec la crise sanitaire qu'on a connue, il y a eu toute une série, par exemple, d'aides publiques avec l'activité partielle, les reports de charges fiscales et sociales, les prêts garantis par l'État. Ouais. On a fait des campagnes de prêts garantis par l'État incroyables. Et donc, je n'avais jamais eu autant d'argent sur le compte des clients entreprises que pendant cette période. Et si tu veux, le modèle, il était très smart, mais il l'avait pas. Il comprenait pas parce que honnêtement, on avait le PGE, il n'existait pas avant, donc il l'avait pas compris, donc il l'avait pas intégré, donc il nous disait la probabilité de défaut s'améliore, reprenez les provisions, les gars. Donc avec Patron des risques, ce qu'on a fait, c'est que on a débranché cette partie-là du modèle, on a piloté au sextant, enfin j'exagère un peu quand même parce que c'est pas tout à fait exact, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la banque, d'activités à la fois hyper processées, tu vois, c'est des flux colossaux, c'est tout ça. Et en même temps, il y a une dimension, c'est aussi beaucoup de bon sens, c'est ça. Et moi, je crois énormément à ça. C'est-à-dire que moi, les gens qui parfois font des trucs très très compliqués, me disent qu'ils ont l'algo du siècle, etc. Je dis ouais, super. Mais tu vois, est-ce que est-ce que c'est cohérent avec la réalité? Est-ce que je comprends? Est-ce que si je me le suis fait expliquer 3 fois, je partage une conviction là-dessus ou pas? Je pense que c'est une très bonne protection. Je suis d'accord et je pense que avant d'expliquer ce qui m'est arrivé et pourquoi, j'ai encore 2-3 questions, mais par rapport à ce que tu dis, je pense que ce bon sens est important et qu'on peut aller au-delà des algos de temps en temps, même si je suis à fond dans la tech. Non mais attends, et nous aussi, mais je dis ça juste pour pondérer, tu vois, pour expliquer pourquoi est-ce que je crois profondément à l'humain aussi. J'ai une question très simple qu'on m'a posée et que je trouve intéressante, c'est où gagnez-vous le plus d'argent dans la banque de détail? On gagne le plus d'argent, alors pas sur le crédit immobilier. Crédit immobilier en France, non, même ça jamais. Ouais. Crédit immobilier en France, c'est souvent considéré entre les banques comme un peu le produit d'appel. Donc honnêtement, ça c'est vraiment l'endroit qui est le moins, qui est moins rentable. Après, en fait, il faut aussi prendre en compte la dimension du temps. Tu vois, typiquement, les clients avec lesquels la relation est la plus rentable pour la banque sont des clients qui arrivent à un certain niveau d'avoir sous gestion, etc., mais qui ont en moyenne plutôt 55-60 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un cycle de vie où au début, c'est plutôt des clients qui démarrent dans la vie, qui ont emprunté, etc., notamment fait leur crédit IMO et tout, donc voilà. Et après, au fur et à mesure du temps, ils remboursent le crédit, les enfants grandissent, ils ont un patrimoine, voilà. Et donc, on a une appréciation de la relation avec le client qui est pas seulement, si tu veux, dans les compartiments, tel ou tel produit est rentable ou pas, mais aussi de cette relation dans le temps, ou la rentabilité de la... Moi, je suis très présente auprès des étudiants. Ce n'est pas notre clientèle la plus rentable non plus. Mais d'abord, je considère que c'est notre... Tu vois, nous, on est la banque de tout le monde. Et donc, on les accompagne, etc. Et puis au fur et à mesure qu'ils grandiront dans la vie, ce sera une autre relation pour nous. J'avais en tête que les banques de détail gagnaient le plus d'argent sur les gens les plus pauvres. Je n'y ai pas du tout on là-dedans. C'est inexact. C'est inexact. Okay. C'est inexact. Donc c'est pas sur les découverts et les... Non. Okay. On a... non, c'est... Voilà.
Écoute, très bien, j'en Non, suis non, ravi. mais- Je trouve ça très bien. Je pense que c'est aussi Et bien. par ailleurs, je précise aussi, parce que notamment pour, tu sais qu'on y est super attentif. On a d'abord, tu as des offres, si tu veux, totalement, gratuites, qui s'appellent l'offre forfait de compte, etc., très progressive, très protectrice, sans. Voilà. Donc ça, c'est très Vous important avez et on le compte nickel propose. aussi, d'ailleurs. Et on a compte nickel Ouais. dans le groupe qu'on propose aussi et qui pour 20 euros, il y a un prix, c'est vrai, aux parents, te permet d'avoir voilà accès à un compte, etc. Ce qui est donc non, c'est mais sinon ça n'est pas sur les clients les moins aisés que nous gagnons le plus d'argent. Ok. Y a-t-il un intérêt d'avoir un conseiller ou d'être chez vous depuis longtemps? Est-ce que la pérennité paye? Je crois que oui. Ok. C'est-à-dire que pour plusieurs raisons, parce que d'abord justement nous on a cet historique de la relation et donc ça permet, tu vois, quand on a cet historique de la relation, de pouvoir prendre des risques aux côtés d'un client, etc., parce qu'on le connaît mieux, parce que on sait ce qu'est son comportement, etc. Donc ça, je pense que ça a de la valeur parce que on se connaît de part et d'autre, même si le conseiller a changé, je garde tout l'historique de la relation et donc ça, je pense que ça a beaucoup de valeur. Et moi, toujours plus que je recherche justement, parce que tu vois, parfois, t'avais tu peux avoir des modèles où, de manière un peu paradoxale, les clients disent, mais attendez, c'est dingue, il faut que, vous faites des meilleures offres pour les prospects que vous n'en faites pour vos clients établis. Où est la reconnaissance de la fidélité, etc. et tout. Et je pense que ça, les clients qui disent ça ont totalement raison. Et donc moi, à quoi je m'emploie, c'est que justement cette fidélité, cette confiance que nos clients ont en nous, c'est pardon parfois qu'ils nous accordent quand on n'a pas été bon à un moment donné dans la relation, etc. Ça a énormément de valeur et donc quand on est client chez nous de longue date, je pense que il faut que ce soit absolument reconnu. C'est très important. J'y viendrai pourquoi aussi ensuite. J'aurais une dernière question avant justement de faire peut-être mon analyse de notre échange. J'ai pas eu le malheur d'avoir ma vie qui part en sucette, de me retrouver un peu sur la paille. Et là, j'imagine que quand tu es avec une fintech, t'as pas beaucoup de solutions. Est-ce que là-dessus tu as des choses à me dire? Quelle est la contingence? Est-ce qu'il y a des plans de contingence? Est-ce qu'il y a des Bien sûr. Ouais. Il y a plusieurs choses. D'abord, que le client soit particulier ou entreprise. La première chose, c'est la détection précoce. Parce qu'en fait, on sait que si on est capable de détecter suffisamment en amont une situation, on est capable de la prévenir. Tu vois, c'est un peu comme voilà une maladie, etc. Si tu es bon dans la prévention, c'est pas du tout la même chose que d'attendre un truc où en fait t'es face à un gros kyste, quoi. Donc ça, et nous on est toujours meilleur, que ce soit vis-à-vis des clients particuliers ou des clients entreprises, pour repérer des signes avant-coureurs d'une situation qui peut se dégrader. Le casino, il y a des choses, par exemple, vous arrivez à voir certaines typologies de dépenses qui font vous dire, oulala, il est encore parti en live. Absolument. Ouais. Moi, j'ai de plus en plus. Et en fait, moi, ce qui est super important dans la détection, tu vois, par exemple, pour prévention du surendettement, etc., c'est d'être toujours capable d'avancer ce score prédictif, tu vois, 6 mois, 1 an, etc. Parce que tous les mois que je gagne dans ce score prédictif, je sais que ce sont des mois que je mets au service du client pour justement mettre en place avec lui les solutions qui vont permettre que cette situation ne se produise pas, qu'il soit particulier ou entreprise. Donc ça, on est toujours meilleur justement dans cette identification amont et là, tu vois, on utilise pas mal d'algo, pas mal d'intelligence artificielle, beaucoup d'expérience, et c'est de plus en plus puissant. Ensuite, ce qu'on est capable de faire aussi, ce qu'on fait aussi, c'est qu'à la fois, évidemment, on forme tous nos conseillers, mais on forme aussi des équipes dédiées de conseillers à ces situations. Parce qu'on se rend compte, y compris d'ailleurs parfois pour le conseiller lui-même, qu'il y a un peu de malaise. C'est-à-dire que, tu vois, il voit que la situation se dégrade, mais peut-être que même parfois le conseiller, non pas qu'il ose pas, mais c'est pas la conversation la plus facile non plus à avoir avec un client particulier. Souvent, le client lui-même peut
ne pas envie d'avoir cette conversation et tout. Et donc, on a des équipes de conseillers qu'on forme à l'accompagnement de ces situations parce qu'elles sont particulières, parce qu'il faut savoir trouver les mots justes, parce qu'il y a... Mais tu vois, c'est comme un médecin, c'est comme, enfin, et pour moi, c'est très très important parce que il faut à la fois, c'est beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie, hein, ça, c'est des choses qui arrivent à tout le monde, à chacun d'entre nous. Enfin, tu vois, il y a des hauts et des bas dans la vie, hein, et voilà, tu connais le proverbe, les hauts, il faut les mépriser, et les bas, il faut les repriser. Donc voilà, faut les... Tu ne connais pas les bas à repriser, ouais. Non, mais c'est vrai que j'avais parlé avec un pote pour imaginer ce que tu dis, avec un pote qui était le directeur financier de Foncier à un moment, qui m'expliquait que les défauts de paiement, en fait, sur du particulier, il me disait en fait si tu dois payer ton loyer le 28, quand on commence à arriver dans la zone du 2, 3, etc., ça pose problème. Quand tu arrives sur le 8, 10, en fait, généralement, le particulier, pour qui le loyer représente un tiers du revenu du foyer, souvent, en fait, il va potentiellement aller jusqu'à me parler de casino ou acheter une télé, en fait, tu vois, juste parce qu'en fait il se dit tiens, j'ai de l'argent sur mon compte, et puis quand tu arrives sur le deuxième mois et comme tu le dis, plus tu le préviens vite, très tôt, et tu en es capable d'en parler avec lui, plus tu évites ces comportements parfois un peu irrationnels, en fait. Ouais, parfois c'est aussi, j'appelle ça, tu vois, mais je pense qu'on a un rôle clé à jouer. Alors toi, avec la martingale, tu le fais à des niveaux très experts, mais tu vois, d'éducation financière pour toi, parce que c'est pas aider nos clients à avoir de manière régulière la constitution d'une petite épargne de précaution. Il y a plein de choses qu'on est capable de faire pour les accompagner. On utilise de plus en plus aussi ce que j'appelle l'alerting, c'est-à-dire évidemment c'est ton conseil qui peut t'appeler, mais tu peux soit paramétrer toi-même, soit nous-mêmes on le fait de notre propre initiative pour envoyer des messages à nos clients pour les prévenir que tiens, ça et ça, c'est peut-être, alors soit c'est des alertes de sécurité, hein, mais ça peut être aussi justement sur des atypies ou des choses un peu différentes qu'on observe dans leur comportement financier, qui peuvent être ces signes avant-coureurs, et où là aussi, tu vois, on est un peu ce compagnon qui dit tiens, il y a un truc qui se passe, etc. Faudrait qu'on en parle. Enfin, c'est important. Et je pense que ça fait partie aussi de l'honneur du métier, quoi. Et ce qui est très intéressant, c'est, moi je le vois pour un client particulier ou entreprise, c'est que celui ou celle avec qui tu peux avoir la plus belle relation, c'est celui où justement tu l'as accompagné dans ces moments un peu sport et t'es là pour la suite. Parce qu'une relation bancaire, elle se prouve dans le temps. Tu vois, je reprends ce qui s'est passé pendant la crise financière, pendant la crise sanitaire, mais qui avait des implications pour nos clients. En fait, je prends les clients pro, TPE, etc. Nous, on a pris le parti d'abord, on a appelé tous nos clients. Moi, j'ai dit, on n'attend pas que le client nous appelle pour nous dire qu'il stresse, qu'il a des problèmes, etc. Vous appelez tout le monde, c'est nous qui passons le coup de fil. Et c'était super important. C'est nous qui allons prendre des nouvelles pour savoir comment ça va. Premier élément. Deuxième chose qu'on a faite, pas parce qu'on est des gens gentils, mais parce que de toute façon, on est pari passu avec nos clients, c'est-à-dire qu'on a une communauté d'intérêts et de destin. C'est que de toute façon, on s'est dit, nous, on met nos ressources au service des clients-là, parce que cette crise, et le pays a connu une récession de plus de 8%, en 2020. Soit on la passe ensemble, soit de toute façon, c'est le pays qui la passe pas. Et je te l'ai dit, on est une banque française, on est une banque européenne. Je dis ça parce que ce qu'on a observé pendant cette période, c'est d'abord que tout le monde n'avait pas le moyen de le faire dans les mêmes capacités. Et nous, on avait les reins pour le faire. Et deuxième élément, parce que tu peux avoir des banques non européennes qui, pendant cette période, comme personne ne savait de quoi demain était fait, elles ont abandonné l'Europe. Elles sont retournées dans leur pays d'origine, les États-Unis ou ailleurs, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que un client cœur pour une banque américaine, à un moment donné, ce sera pas un Européen. Enfin, tu vois, faut pas être... On l'a vu dans la guerre des masques, la guerre des vaccins, etc. Si tu veux, quand ça se tend un peu, comment dire, chacun... Vous avez d'ailleurs revendu une banque de détail récemment aux États-Unis. Alors c'est pas la même. Non, c'est autre chose. Ouais. Là, c'est parce que tu as de la consolidation qui se passe sur le marché retail américain, et que je pourrais t'expliquer pourquoi on le fait, mais parce qu'on nous a proposé une très belle valeur. Business. Mais je pourrais en parler volontiers sur ce qu'on a fait sur Bank of the West. Mais je dis ça parce que une relation, enfin, tu vois, il y a que des preuves d'amour. Et c'est vrai avec les clients particuliers, c'est vrai avec les clients d'entreprise. Être là dans les
dans les bons moments, c'est plus facile. Être là dans les moins bons moments, je pense que ça a beaucoup de valeur. Et la manière dont on se comporte de part et d'autre dans cette relation, voilà, ça dit beaucoup de choses. Et pour nous, on est une banque relationnelle. Quand tu vois, pourquoi est-ce qu'on s'appelle banque commerciale ? Et pour moi, le mot commerce, en fait, est un mot très noble parce que on est une banque de relations. On a des activités de marché, on a plein d'autres activités, mais l'ADN de la banque, c'est cette relation avec des clients, quoi. C'est cet historique de la relation. Enfin, on est là dans la durée. Ce qui est en train de changer sur beaucoup de banques, parce que le détail n'est pas l'endroit où on gagne le plus d'argent, j'ai l'impression. Mais on va pas rentrer dans... Ah, faut pas me lancer là-dessus. Non, bah, j'imagine. Tu nous donnes combien d'heures Et justement, je vais te poser une toute dernière question avant, parce que je pense qu'elle est importante et tu l'as évoqué. C'est notamment Joseph Chouefati de Goodvest qui me pose la question de l'ISR. Quelle politique vous appliquez à vos portefeuilles en 20 secondes, 30 secondes, parce qu'on a en 20 secondes, ça représente une part très significative des encours d'épargne de nos clients. Et à l'horizon 2025, je pense que ça représentera la moitié des encours d'épargne de nos clients investis en ISR. Donc c'est massif. Et je peux en parler de la même manière, tu vois, sur les clients corporate. Je pense qu'à l'horizon 2025, 30% de nos crédits seront des crédits à impact. Tu vois, par exemple, je peux le citer parce que c'est un truc qu'on a fait récemment avec une entreprise que tu connais sûrement, qui s'appelle Fleury Michon, qui a des sujets sur ses packaging, ses emballages, etc., de pouvoir les réduire. Mais on a mis en place avec eux un crédit dont le taux est bonifié en fonction de l'atteinte d'objectifs de réduction de ces packaging, etc. Donc on améliore le taux. C'est audité, tracé par tu vois, un tiers qui dit si les objectifs sont atteints ou pas. Et nous, on est content de les accompagner là-dedans. Donc c'est le genre de choses. Enfin, voilà, c'est comme ça que la finance est en train de bouger en ce moment. C'est assez intéressant. Très intéressant. Alors, moi, ce que je pense de tout ça. Verdict. Non, j'ai pas de verdict. Je crois que c'est Marie-Sophie qui dit le verdict. C'est toi, écoute, bon. Non, ce que j'en pense, c'est que sur plein de projets, évidemment professionnels, j'ai parlé ici et ailleurs sur mon autre podcast d'un projet qu'on a fait extraordinaire à Bordeaux, la Villa Maria, qui est un bureau avec une piscine, une garderie, etc. Et évidemment, j'aurais pas pu le faire sans banque. Ce bureau ici que j'ai acheté il y a 5 ans, j'aurais pas pu le faire sans banque. Que à chaque fois, c'était des belles histoires et des choses que j'ai même pris plaisir à écrire au début. Tu vois, j'écris des dossiers pour mes banques, presque un roman. Ça, c'est pas commun, les clients qui me nous l'a disent dit, qu'ils aiment. Non, mais j'aime l'écrire parce que j'écris en amont. Ce que j'aime pas, c'est réunir tous les papiers. Ça, c'est sûr. Je comprends. Mais et je trouve d'ailleurs que vous êtes tous très optimisables. J'aime mieux passer finalement souvent par un tiers comme Hellopré, Preto ou des gens comme ça, parce que finalement j'ai plus de facilité à je leur donne tout d'un coup. On a parlé de WeTransfer déjà dans d'autres, mais voilà, souvent il y a beaucoup de l'IT chez vous est peut-être une menace, c'est-à-dire que à la fois c'est une opportunité comme tu le disais tout à l'heure, à la fois les DocuSign c'est pas si simple, il y en a un peu, ça apparaît petit à petit, mais moi je dois encore imprimer des choses, les signer, les rescanner et c'est vraiment relou. Les WeTransfer il y en a pas encore et c'est vraiment relou, mais c'est pas que chez vous, c'est dans tout. Donc il y a encore des trucs où vous n'êtes pas encore là, mais je sais que sur cette relation fondamentale, je quitterai pas mon banquier, tu vois, et voilà, il faut qu'il soit. Je sens que Louis respire. Mais oui, non, mais voilà, Louis, je suis pas sympa avec lui de temps en temps parce que j'attends toujours plus de réactivité et d'accompagnement, etc. Et c'est pour ça que je te posais la question sur le nombre aussi de personnes qui gèrent, parce que je vois pas exactement là-dessus. Maintenant, en effet, sur les grands projets de ma vie. Je vois pas encore aujourd'hui de fintech qui les ait remplacés. Je vois des October qui arrivent sur des prêts éclairs pour des entreprises, mais je sais pas jusqu'où ça peut aller tout ça. Donc voilà. Donc je pense en effet, et ça c'est le haut du panier, c'est-à-dire les très grands projets, les vraies choses. Et moi j'ai plein de très grands projets et c'est que le début. Et je vois aussi la difficulté. Donc je pense que dans les deux extrêmes, il y a quand même un vrai rôle très important. Et quand t'es pas dans ces extrêmes, finalement, j'imagine que souvent tu vas avoir besoin de ton banquier pour notamment lui déléguer la gestion totale parce que t'écoutes pas la martingale, parce que tu t'en fous, on n'a pas parlé de ces gens-là, mais parce que ça t'intéresse pas et que tu as envie que ton banquier t'accompagne là-dedans. Voilà, je pense que il y a encore du travail sur, quand je vois les questions que j'ai reçues sur vraiment ce côté, cette ambivalence commerciale versus conseiller, et qu'hier j'ai enregistré un podcast avec un jeune homme qui me parlait de l'alignement des intérêts et qu'il a fait sur une marketplace de services
et je pense qu'à un moment, en fait, plus ce sera clair, mieux ce sera. C'est de se dire, en fait, comment... Et c'est pas facile pour toi, mais comment un conseiller peut être incentivé à vraiment mieux accompagner. Est-ce que c'est ton intérêt? Toi, tu as des problématiques de cash et de rentabilité, mais à mieux accompagner. Je pense que ça passe par toujours plus de transparence sur. Et je pense que c'est très très important pour que voilà nos clients voient ce que sont nos frais, ce qu'on gagne sur telle et telle chose, etc. Parce que c'est la confiance passe par cette transparence et il faut toujours progresser là-dedans. Et ça passe aussi, tu vois, moi je disais, je propose, on est par exemple la première banque privée en France, je propose aussi tu m'as pas directement posé la question, mais tu vois, des produits qui sont des produits, pas exclusivement, mais de notre gestionnaire d'actifs qui s'appelle BNP Paribas, de Cardif qui est notre assureur, etc. Et tu pourrais me dire, mais attends, au-delà des incentives de tes commerciaux et tout, en plus vous avez des producteurs maison, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que j'ai proposé aussi parce que je sais comment ils sont faits, ces produits. Je les connais, on en prend l'entière responsabilité, tu vois, et moi, j'aime bien avoir justement cette capacité, tu vois, cette traçabilité, etc. Ça veut pas dire on propose évidemment des produits tiers, etc. Mais après, des audits qui sont assez poussés parce que j'aime proposer des choses que tu connais. Que je peux recommander, on peut se tromper, hein, mais que je peux recommander avec le meilleur degré de confiance. Et c'est aussi ça, tu vois, qu'apporte la banque. Il y a quand même des mondes, pardon, ouais, hein, mais on le sait tous, hein, mais moi j'ai un gros blocage sur le principe de, tu vois, les trucs gratuits. Enfin, tu vois, le machin où la personne te dit... C'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. Exactement. Et ça s'est pas démenti non plus depuis très très longtemps. Et dans les fintechs, il y en a aussi qui se plantent. Et ça arrive. Donc, il y en a qui partent. ING qui part de France en ce moment. Ouais, et puis, pardon, mais je ne citerai pas de nom parce que ce serait mal élevé, mais tu vois parfois un comportement quand, par exemple, l'entreprise ferme, etc., le traitement des clients, lorsque on le voit, enfin il suffit d'aller sur les réseaux sociaux en ce moment pour voir quelques expériences de clients les gens dont les comptes sont parfois fermés de manière assez abrupte, sans qu'ils puissent joindre qui que ce soit pour leur expliquer pourquoi, etc. Mais parce que voilà, en fait, la boîte s'en va. Bon, voilà, nous, quand on a un truc à nous dire, on sait où nous trouver. Ça a aussi de la valeur. C'est central, oui, ça a de la valeur parce que a priori, l'argent dans ta vie, ça sert à quelque chose, notamment à te nourrir, pareil, à te loger. Écoute, très bien. Ouais, à la limite, s'il y avait une dernière chose, c'est vrai qu'une question que j'ai pas posée sur les crowdfunding. Moi, un des super trucs quand même que j'ai fait. Sur plein d'acteurs, certains que j'ai reçus, certains que je vais recevoir, mais tu vois, des 8%, 10%, 12% de rendement. Alors, c'est pas garanti, il y a un peu de risque, évidemment, il y a même probablement beaucoup de risques, mais vous en proposez ça, par exemple, typiquement? On fait des choses, tu vois, par exemple avec Ulule, tu vois, donc il y a pas mal, plutôt dans l'environnement tu vois, sur des thématiques à impact aussi, parce que je trouve que ce qui est intéressant dans le crowdfunding, c'est que tu peux aussi avoir, justement, ça accroît ta notoriété. Enfin, à la fois tu lèves des fonds et en même temps, un super épisode là-dessus. NRFIP. Voilà, je les connais. Ouais. Et du coup, je trouve que tu vois, ça remplit plusieurs objectifs à la fois. Après, comme tu l'as très bien dit, et ça rejoint une autre partie de notre discussion. Moi je trouve ça je trouve ça intéressant et il faut simplement que il y a un rapport bénéfice-risque dont il faut que les investisseurs soient juste bien conscients. Donc ça correspond à un certain appétit au risque, ça correspond à certaines poches d'investissement. Enfin, il faut y aller à raison de ses capacités et tout. Mais ça, c'est la base de l'allocation d'actifs, quoi. Pourquoi il faut aller chez BNP Paribas plutôt qu'ailleurs? Ah mince, je pensais qu'au bout d'une heure, t'étais convaincu. Non, pourquoi plutôt qu'ailleurs? Là, je trouve que ce qui a été remarquable, c'est que t'as pas que défendu ta boutique, t'as défendu les banquiers. Alors, je t'offre cette question. Ce moment de... écoute, je pense qu'on est, on est présent, on allie d'abord, on est présent sur tous les métiers, en particulier pro, privé, entreprise. On est une banque qui a le commerce dans le sang, au sens le sens du client dans le sang. Tu vois, moi, une des choses les aussi importantes que mes résultats commerciaux et financiers, la progression de mes NPS.
Net Promoter Score. De la satisfaction de mes clients, tu vois, c'est en tête de. Ah ouais, mais je le regarde, enfin, tu vois, voir le nombre de mes clients qui progressent, mon NPS qui progresse, etc. Ça, et je pense qu'on est très animé par ça. Je pense qu'on est une banque qui, dans la durée, parce que là aussi, on se prouve dans le temps, on a su faire, tu vois, la démonstration qu'on traversait, enfin, qu'on était une banque sûre. Parce que ça aussi, je pense que c'est un élément, tu vois, quand ça tangue, hein, tu veux savoir où t'as mis ton argent. Je pense que c'est un truc très important. Qu'on ait une banque qui a une force de frappe qui permet d'emmener nos clients aussi bien, tu vois, en France que traverser les frontières, que ce soit pour leurs investissements ou que ce soit parce que c'est des clients corporate. On est par exemple la première banque de la tech en France. J'ai 80% du Next 40, plus de 70% de la French Tech 120 qui est client chez nous. On est capable, voilà, de les emmener partout dans le monde, hein, parce qu'on a on aime bien l'innovation et on a cet ADN de banque innovante. On investit beaucoup. Voilà. Après, on est la banque d'un monde qui change. Et je pense que ça tombe bien. Merci. On peut te suivre sur LinkedIn. Oui, absolument. Twitter, il y a d'autres endroits où tu... Je suis sur LinkedIn, sur Twitter. Ça prend déjà du temps. Hein. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu as une martingale à toi, Marguerite? Est-ce que j'ai le droit d'en avoir deux? Vas-y. Non, Là, tu me balances les cryptos et c'est bon. Là, tu te dis cohérence totale. Je me mets à genoux devant toi et je te vénère. Non, je te donnerai pas. Moi, je kiffe les cryptos. Je te donnerai pas ça. Non, non. La première chose sur mon approche à moi sur l'invest, c'est de la méthode et ça se construit dans le temps. Je sais que ça fait un peu boring quand on dit ça, je suis désolée, mais c'est on y revient beaucoup. Tu vois, c'est pas seulement du coup de cœur, c'est pas seulement, tu vois, on y revient parce que c'est le lièvre et la tortue. Il est temps de penser à notre retraite. Moi, ça fait longtemps que malheureusement je la prépare. Non, mais je dis ça parce que voilà, faut commencer. C'est un truc qui se construit. Tu peux avoir des flashs, des coups de cœur, des intuitions, etc. Mais t'as raison, c'est chiant, mais c'est la base. Ouais, c'est la base. Il faut partir si de là. À 21 ans, tu seras toujours beaucoup plus riche à 40 ans que si tu mets à 39. Exactement, et ça démultiplie tes possibilités. Exactement. Ensuite. Donc ça, et en se connaissant bien soi-même aussi. Interest. Yes, oh là là. Et puis l'autre, alors là, c'est pour te faire sourire, mais c'est vrai, mon autre martingale, c'est ma conseillère en fait. Claude. Voilà, on va dédier cet épisode à Claude alors. Et Louis, c'était une bonne réponse, hein, évidemment, pour finir. Écoute, en tout cas, ça doit être passionnant. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Je pense qu'on a passé des vagues, des temps. Je précise qu'on recrute, hein, donc s'il y a des gens qui ont envie de faire de la banque, n'hésitez pas. À plein de niveaux, donc j'imagine. À plein de niveaux. Ouais. Il y a plein de. Vous avez envie de faire de la finance durable, etc. Vous venez chez nous. Bah, très bien. Écoute, on te suit donc sur LinkedIn. On a fait un épisode beaucoup trop long, Marguerite. Merci. Ah, tu vas couper Non, je vais pas couper. Et je te remercie encore et d'être venu et d'avoir aussi prêté de l'intérêt pour la martingale, nos auditeurs. Et je pense que c'était riche en enseignements. Donc, je te remercie de cette transparence et de ce courage dont tu as fait preuve. C'était pas si terrible en vrai. Hein, merci Mathieu. Merci Salut. beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.